Vous avez ici 460 mm. La question, ceci est en cuivre, ceci est en aluminium. Je fais quoi? Papier crayon. Ça marcherait bien. Ça marcherait bien. Il faut donc faire le truc le plus simple possible. Je vous invite à le lire. C'est un tout petit manuel que vous mettrez sur la table de suivi. Avant Esnec, moi je l'avais acheté officiellement, donc j'avais une clé, donc ça coûtait 250 ou 300 $. Et donc on a surtout utilisé Esnec à un moment donné pour les problèmes de dossier d'antenne. Retour en 2000-2001, chaque radioamateur devait faire un dossier de 50 pages pour les problèmes de danger des ondes, etc. Et il fallait faire le diagramme de rayonnement de ces antennes, et personne n'avait vraiment de bon diagramme. Donc je me suis lancé là-dessus, et la présentation d'aujourd'hui, c'est basée sur la présentation de 2001, mais revue pour aujourd'hui. Je vais aujourd'hui essayer de vous donner les ingrédients, pour modéliser. Les ingrédients, c'est-à-dire les briques, les ciments, les truelles, etc., pour pouvoir modéliser. Je vais vous donner les éléments maintenant. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous donnerai aussi une bibliothèque avec 200 exemples de modélisation. Vous prenez là-dedans ce que vous voulez, vous essayez, vous modifiez, vous jouez avec Esnec. Donc voilà. Au fait, Esnec, c'est un programme de modélisation. Et modéliser, c'est quoi? Modéliser, c'est évaluer les performances à l'aide d'un modèle. Ce modèle est un modèle mathématique qui s'appelle Numerical Electromagnetical Code, NEC, NEC, qu'il faut entourer, qu'il faut mettre dans un programme. Et donc, dans les années 70, NEC tournait en Fortran. En Fortran, qui est un petit peu, qui ressemble très fort à du BASIC, mais il y a 20 ans. Ça tournait sur des ordinateurs de mainframe, très lents, avec des cartes. Et donc ça prenait un temps effroyable pour modéliser. Après ça, quand il y a eu des ordinateurs un petit peu décents, on a eu Mini-NEC, Esnec, NEC-Wing Plus et Mana. Mana était traduit. Alors pourquoi est-ce qu'il faut modéliser? C'est d'abord pour mieux comprendre le fonctionnement des antennes. Ensuite, c'est pour vérifier ce qui est paru dans les articles, dans les magazines et sur les sites internet. Et puis pour essayer de trouver un meilleur compromis, de voir ce qu'on va améliorer ou détériorer en faisant telle et telle action. Et puis c'est de tester une antenne sans la construire. D'abord la tester, et puis si elle marche sur Esnec, alors on peut faire un modèle réel là-bas. Pardon, où est-ce qu'elle est? Ah oui, là, il est là, pardon, excusez-moi. Et puis, on pourra construire une antenne dont on sera à peu près sûr des performances. On dirait Zeus. Exprès. Alors, il fallait à ce moment-là, ce que la modélisation permettait de faire à l'époque, c'était de tracer les diagrammes nécessaires pour le dossier de protection des rayonnements de l'IBPT, ça date de 2001. Après ça, les communautés ont dit c'est nous les responsables pour la santé, donc l'IBPT n'a rien à voir, le fédéral n'a rien à voir avec ça, et chaque communauté a fait son petit règlement à sa sauce. Voilà. Quelles sont les composantes d'Esnec? Les composantes d'Esnec, c'est d'abord la géométrie, il faut définir les conducteurs. Il faut aussi définir l'environnement, c'est-à-dire le générateur, les matériaux, la fréquence, le sol. Il faut savoir quel diagramme on a envie de faire. Et puis, Esnec a été donc écrit par ce monsieur, qui s'appelle
Roy Llewellyn, W7 et Colima. C'est lui qui a fait un article très intéressant sur les balins et les courants de gaine. Ce monsieur-là a fait donc le programme. Alors je l'ai rencontré, je ne sais plus en quelle année, pour échanger ma clé contre une autre clé, je l'ai rencontré à Friedrichshafen. Il m'a dit, au fond, mes arrière ancêtres étaient belges, ils étaient wallons, et le wallon est une déformation du mot le wallon. Et donc j'ai rencontré ce monsieur-là, il a fait plusieurs versions depuis 1990, et donc la version maintenant, elle est gratuite, je vous engage à la télécharger. Alors, autre source, une autre excellente source, livresque, c'est le bouquin ici de Sebic, qui est un programme c'est un livre avec plein d'exercices et de suggestions pour modéliser. Je vous invite à le lire, c'est un tout petit manuel que vous mettrez sur la table de suivi. C'est ce qui m'a permis de démarrer. Alors, on a donc Sebic, on a Llewellyn et on a de nombreux articles et livres, et on a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est le site de ON5AU où il y a plein de documents intéressants. Alors on va commencer, on va se lancer dans le programme. Le programme est uniquement en anglais américain. Alors je ne vais pas traduire, il n'y a pas de traduction de ce programme-là. De temps en temps je vais vous dire la traduction en français, mais je vais toujours vous dire ce qui est écrit à l'écran, c'est-à-dire en anglais. D'accord? Donc je vais beaucoup vous parler de wires. Ici, les fils. Les fils, on va voir les fils. Apparemment, ce programme, en première vue, il n'est pas très super joli, c'est pas très excitant, là, mais je l'aime bien, parce que les autres, parfois, il y a des grosses lignes, il y a des machins qui sont bien dessinés, mais j'aime bien parce que c'est relativement précis, et c'est relativement dessiné fin. On va voir des exemples tout à l'heure. Alors, la chose la plus difficile dans ESNEC, et avec laquelle moi j'ai eu le plus difficile, c'est le tableau des wires, le tableau des fils, des conducteurs. ESNEC calcule des champs électromagnétiques en considérant de tout petits segments. Sur un fil comme ça, on va commencer par définir des petits segments. ESNEC va calculer le courant dans chacun des segments et va calculer le champ à distance presque à l'infini. On commence en général par la page que l'on appelle les wires, c'est-à-dire les fils et les conducteurs. C'est probablement l'unique fois que je vais vous donner la traduction. Et donc, voilà à quoi ressemble le tableau des wires. Donc, c'est un tableau où il y a les coordonnées X, Y, Z et la connexion. Le fil a deux bouts, donc il y aura un bout numéro 1 et un bout numéro 2. Vous vous souvenez de Raymond DeVos qui, avec son bout de bois, il avait deux bouts. Et ici aussi, il y a deux bouts. Il y a deux bouts au fil. Alors, un bout de fil a deux bouts. Ça s'appelle ici end 1 et end 2. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir définir? On va devoir définir les coordonnées. Alors, je sais bien que dans certains enseignements, c'est pas toujours la même chose, mais pour ESNEC, qui est fait aux États-Unis, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y, et ça c'est l'axe des Z. D'accord? L'axe des Z, toujours vers le haut, chez ESNEC. Donc, on va dans ce système de coordonnées mettre un fil et on va devoir définir les coordonnées X, Y, Z de chacune des extrémités. Alors, on va faire un petit exemple, je pense. Donc, un bout est défini par ces trois coordonnées, X, Y, Z. Pour chaque conducteur, il faudra donner deux choses, N1 et N2, c'est X, Y1, X1, Y1, Z1, et Xe, Y2, Z2. Et là-dedans,
Y va calculer les champs à partir de IDL, ça je vous l'ai dit. Alors on va faire une segmentation de ce fil et on va le faire en un certain nombre. Beaucoup. Alors beaucoup, mais il faut quand même, il y a des limites. Donc on peut, en général, sur une longueur d'onde, on aime bien faire des nombres impairs, donc on fait en général 11 segments ou, je sais pas moi, 23, 33, des choses comme ça. Ne segmentez pas trop, commencez par quelque chose de simple. Des nombres impairs, pourquoi? Parce qu'en général, on va mettre la source, on va la mettre au milieu d'un segment. Donc il faut qu'il y ait un segment au milieu. Donc c'est un nombre impair, forcément. Donc, segmenter avec assez de segments et toujours un nombre impair. Et alors on devra déterminer le diamètre des fils, les dimensions. Alors lorsqu'un radioamateur, lorsqu'on lui parle d'un dipôle normal pour la bande de 40 mètres, lui il voit ça comme ça. Ça c'est la vue d'un radioamateur normalement constitué. Excellent. Il voit un dipôle, il voit un fil de 20,72 m avec un diamètre de 3 mètres, il voit un câble coaxial qui pend dessus, et puis il voit l'adaptation, le Kioran-Ballen qui se trouve là. D'accord? Dans le système, dans SNEC, ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va avoir nos coordonnées X, Y et Z dans l'autre sens, et donc on va avoir un fil, on va dire le premier fil, et dont les coordonnées sont ceci. Donc 20,72 m, la moitié ça fait 10,36, 10,36, 0, 0. Pourquoi? Parce qu'il se trouve ici le Y il est 0, et le Z il est 0 aussi. Donc on va devoir définir l'extrémité numéro 1 et l'extrémité numéro 2. Moins 10, 36, 0, 0, plus 10, 36, 0, 0. Le centre étant la référence 0. Exactement. Et donc on va remplir notre tableau de cette façon-ci. Alors je vous ai dit, on va segmenter ça en un certain nombre de, j'ai dit diamètre 3 mm, diamètre 3 mm, ça se retrouve là-bas. Le nombre de segments 15, il est là. Et donc à partir de là, ça c'est le travail le plus compliqué à faire dans SNEC. Une fois que vous avez fait ça, vous avez, moi j'ai eu difficile à faire ça. Désolé, mais Jean-François me dit, pour moi c'est clair, oui c'est clair, mais pour franchir cette étape, c'est-à-dire de passer de là à là, il m'a fallu un petit bout de temps. Je le fais sur Mana, ça a été pareil. Ah oui. Parce que peut-être, je sais pas, notre cerveau ne fonctionne peut-être pas comme le sien, mais... Notre cerveau ne fonctionne pas comme le cerveau tordu. C'est vrai que c'est pas évident au début. Donc au début, c'est ce grand travail de préparation de documents et de dimensions. Donc, pour préparer son travail, on peut prendre la documentation d'origine, dans laquelle il y a peut-être des dimensions. On doit essayer de trouver des axes de symétrie, le boom, le réflecteur. On doit peut-être mesurer réellement avec un mètre ou une latte combien de millimètres ça fait. On peut aussi travailler à l'échelle, on peut travailler sur du papier millimétré. Je suis encore de l'ancienne génération, hein, donc je travaille encore avec du papier millimétré parfois. On peut travailler donc sur du papier millimétré, on peut interpoler, on peut dire voilà, je ne sais pas combien c'est, mais à mon avis ça devrait bien faire 30 cm. C'est le monsieur Dupont de la fois passée qui ne voyait pas la dimension. Alors on peut utiliser aussi, faire un dessin avec Orcat ou n'importe quoi, et on peut aussi utiliser les feuilles de Excel. Donc là c'est la plus grosse partie du travail avant de pouvoir, je vais dire, jouer avec les SNEC. Alors, voilà par exemple une bime décamétrique. Alors moi je l'ai représentée comme ceci, c'est une Cushcraft 24 CD. Vous connaissez peut-être? Alors, le réflecteur il fait 5,21 m. Les éléments, j'ai dit qu'ils faisaient 25 mm, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Je sais qu'à 2,66 m, j'ai ma source, qui est le petit rond rouge. Vous verrez que la source est toujours le petit rond rouge dans SNEC. Et vous avez ici les dimensions 2,66 m, 5,01 m. Ici à 5,33 m, vous avez 4,89 m.
et 9,60 m, vous avez 4,30 m. Ça, c'est le travail de préparation. C'est là que vous allez passer beaucoup de temps avant de pouvoir vous amuser. Alors, la dia suivante, c'est la même chose pour une tonne à 9 éléments. C'est une demi, ça, à chaque fois. Alors, je dessine une demi parce que je suis fainéant, je travaille à la RTB. Hein. Faut pas l'oublier, hein. En privé, la radio contact. Nous, on travaille plus. Non, mais ça ne sert à rien de faire deux fois le travail. Hein. Donc, j'ai pris l'habitude de dessiner des demi-antennes, et sachant que de l'autre côté, on a la même chose. Hein. Oui, mais en coordonnées négatives. En coordonnées négatives, Voilà. mais ça n'a pas d'importance. Le travail, c'est surtout de mesurer. Oui. C'est surtout de mesurer les 515 mm, les 210, les 480. C'est ça qui prend du temps. Puis on est de travers, on ne sait pas très bien. Donc, le travail de préparation est le travail le plus long, le plus embêtant, hein, parce que ce sont des millimètres à tracer, etc. Alors, est-ce qu'on passe déjà? Non. Alors, il y a quelques petites astuces. Ça, je vais prendre un modèle. C'est évidemment plus facile de travailler en 70 cm qu'en 40 mètres. Oui. Au moins ça rentre dans la pièce. Alors, par exemple, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce point-ci comme étant mon point de départ. Je vais prendre ce point-ci comme je vais tracer uniquement la moitié, donc je vais prendre la dimension de ceci. Je vais donc prendre un point de référence ici et je vais mesurer toutes mes distances par rapport à ça. Ça, ici je peux mettre un simple dipôle ou je peux mettre un trombone, on verra tout à l'heure. Je mets mon premier directeur, il est là. La même chose, je prends la dimension de là à là, je prends la dimension de là à là, je prends la dimension de là à là, et je prends chaque fois la longueur de chacun des éléments. Ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Alors, vous verrez qu'il y aura une collection d'antennes qui sont dedans, que je vais vous donner. Il y en a qui sont des modèles aboutis, il y en a qui ne sont pas des modèles aboutis, il y en a qui sont des exemples du bouquin de Sébic. Mais donc, vous allez pouvoir découvrir ça. Ne me demandez pas ce que j'ai fait il y a 20 ans, je n'en sais plus rien. Alors, l'autre chose importante, c'est, on revient peut-être une dia en arrière, c'est la source. Donc, on va mettre un coax, on va mettre la source, on la met là, pour la Keshcraft, on la met là, donc ça c'est le réflecteur, l'élément rayonnant et tous les directeurs. Donc, on va mettre la source, et dans la source, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire sur quel fil il est. En général, il n'y a qu'une seule source. Hein. Ne compliquons pas. Oui. Keep it simple and stupid. Oui. Il n'y a qu'une seule source. Elle est à 50 cm, elle est 50% de l'extrémité. Et alors, Esnek recalcule et il dit qu'effectivement, il est à 50%. Il va le segmenter en 8 morceaux et on va mettre une amplitude de 1. Plus tard, Esnek pourra calculer les courants dans l'antenne. Si vous faites un pylône vertical sur 621 kHz et que vous lui appliquez 150 kW, il va être capable, dans chaque segment, de déterminer le courant qu'il y a. Mais pour nos besoins radioamateurs, vous mettez un point à la ligne. Et c'est une source de quel type? C'est pas une source tension, c'est une source de courant, donc on met un I ici. Voilà. Ça ne pose pas en général de gros problèmes. Alors en général, il n'y a qu'une source, sauf si c'est une Foursquare. Définir où se trouve le numéro du fil et le pourcentage. La valeur n'est pas importante, sauf si vous devez calculer vraiment, si vous avez un pylône, si vous avez un dipôle et vous le mettez 1 kW, eh ben, il ne faudra pas mettre du 0,75 carré. Donc voilà. La phase est sans importance dans la plupart des cas, sauf si vous prenez une Foursquare avec 4 sources, donc vous devrez dire quelle est la phase relative de l'un par rapport à l'autre. Pour les stacking. Pardon? Les stacking. Oui, aussi. Oui, pareil, exact. Type courant ou tension, voilà.
Alors, je vais prendre le premier fichier. Voilà les wires, voilà les sources. Et voilà ce que ça donne quand on regarde SNEC. Dans SNEC, il y a moyen de voir en 3 dimensions à quoi ressemble l'antenne. Ici, c'est un dipôle, je l'ai mis ici, je l'ai mis au sol, je l'ai mis en espace libre, et il ressemble à ça. Quand vous l'avez installé, c'est peut-être la seule chose qu'il faut faire en démarrant, c'est d'aller tout mettre en mètres ou en millimètres, d'accord? Alors, je vais aller chercher mon fichier, je vais ouvrir mon fichier. Je vais aller chercher une antenne qui est déjà enregistrée. Je vais aller chercher mon fichier. Après ça, je dois placer une source. Ici, c'est relativement simple puisque il n'y aura qu'une source et elle sera à 50%. Et si je veux voir à quoi ressemble l'antenne, elle ressemble à ceci. D'accord? Alors si maintenant on va zoomer au milieu, oui, on voit bien les segments là. on voit bien les segments et on voit bien que la source là, elle se trouve juste au milieu. D'accord? Oui, ici on ne voit pas bien les segments. Ben, c'est sur le petit point vert. Les petits points verts, oui. Le Wallen W7 Ecolima, il était écolo avant l'heure. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux voir le champ lointain avec le diagramme de rayonnement. Et donc ici, je l'ai dans un plan, mais ce que je peux aussi faire, c'est ici, plot type, je vais faire 3 dimensions, ok, et si je regarde le Farfield Point, il est là. Et donc vous avez... Et on peut cocher en même temps show 2D plot. Et alors on peut alors avoir les 2 diagrammes en même temps. Voilà. Et on peut bouger, faire notre coupe dans tous les sens que l'on veut. Oui, ça c'est super. Ça c'est super pratique. Ouais. Et donc voilà comment on modélise un bête dipôle. Et on retrouve donc la théorie. Ton dipôle, là, ta modélisation, elle est sur terre réelle ou elle est... Free space. Un espace libre, On peut mettre le dipôle après, on peut mettre une terre. Ça, pour montrer l'intérêt justement, parce que la modélisation c'est ça aussi, c'est de le voir sur terre réelle et de voir l'effet de la terre en fonction de la hauteur. Oui, exact. Moi, je trouve que ça c'est quelque chose, c'est Ah, une fonction vraiment intéressante parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent ça. Mettre leur dipôle à 3 mètres, à 10 mètres. Ah oui, il vaut mieux mettre une antenne le plus haut possible. C'est juste Mais non, dans certaines, mais par exemple une antenne 10 mètres, aller la foutre à 30 mètres de haut, c'est pas bon. Non. Nous on l'a fait à une époque chez moi, et bien l'antenne ne fonctionne pas bien. Je parle d'une horizontale. Ah oui. La directive ne fonctionnait pas bien sur 10 mètres. Par contre sur 20 mètres. Sur 20 mètres, oui. Mais donc toutes ces choses-là, on peut les faire jouer avec le programme pour trouver, pour expliquer toutes ces choses-là. Ce qui est important, c'est comment on passe du fil, comment on introduit les données et qu'on arrive au résultat. Donc ça, c'était le premier exemple pour un simple fil. On va continuer avec la présentation. Donc, il y a moyen de sauver, il y a moyen d'ajouter des notes, et je vous conseille vivement d'ajouter des notes lorsque vous faites des choses avec ceci, avec ça, je mets à telle hauteur, à telle... Enfin, il faut mettre... J'ai extrait ce modèle-là d'un bouquin, machin, mettez des références pour pouvoir le retrouver. On a vu les while, les sources, c'est le plus important. Les loads, on verra tout à l'heure. La nature du fil, si c'est du cuivre, ou si c'est un fil théorique qui n'aurait pas de perte, ou si c'est un autre fil dont on connaît la résistivité. Il y a même l'aluminium classique là. Il y a de l'aluminium, Oui, celui-là, oui. c'est de l'aluminium américain. Hein. Oui, mais C'est classique américain. Quoi. On trouve en Europe aussi. Hein, Mais si on ne trouve pas, on met la résistivité ici et, oui. et tout est joué. Hein.
Si vous avez beaucoup d'argent, faites une antenne en or. Hein. Bon, on va essayer de retourner à SNEC, à la présentation. Voilà. Donc, on revient en arrière. On est déjà à l'exemple numéro 8. Bon, donc ça on a vu ceci. On a vu l'exemple numéro 2, c'est une Aigain 204 BA. C'est vieux comme le monde, mais ça. C'est vieux comme le monde, hein. Alors, encore une fois, soit on a l'antenne devant soi, soit on prend les dimensions, soit on... Voilà, j'ai un petit peu, ici c'est un petit peu différent, puisque j'ai noté ici les distances, et je n'étais pas paresseux ce jour-là, je l'ai dessiné en entier. Donc, normalement, je dois... Mais là, il a eu le courage de la dessiner toute. Il n'a pas dessiné, il a pris dans la mémoire du truc. C'est ça qu'elle est complète. Attends, je vais peut-être reprendre diaporama à partir de la diapositive ici. Voilà, ça sera mieux. Donc, une Aigain. Donc, ici, j'ai mis toutes les... Ici, j'ai 4 fils, j'ai 4 éléments. L'antenne, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai mis chaque fois ici les dimensions, les valeurs qui correspondent à ce tableau-là. Donc, c'est ce que je vous dis, là c'est un petit peu le départ, il faut un petit peu, oui, il y a un petit peu de travail à faire avant. Et pourquoi est-ce que tu commences par 5,20 m le réflecteur? Le réflecteur, il fait 2 fois 5,20 m. Hein. Oui, d'accord, mais le point d'alimentation... 0. Il est à 0. Je peux mettre 0, je peux faire ce que je veux. Si tu veux, tu peux commencer à prendre ceci comme point de référence, ou celui-là, ou ce point-là. Mais, encore une fois, ayant travaillé la RTB au Minderwerk-Coubé, au moins de travail, c'est au mieux ça vaut, je me suis dit que bon, ben, le point le plus simple, c'est de commencer là. Ah, on n'est pas obligé de commencer par Tu peux commencer par le point que tu veux. Moi, je trouve que là, c'est l'idéal pour une BIM, parce que tu vas pouvoir calculer tout par rapport à ce point-là. Tu pourrais le faire par rapport à ici. Tu pourrais le faire par rapport à là. Tu pourrais le faire par rapport à ici. Je pensais qu'on partait à 0 au point d'alimentation et qu'on mettait une valeur négative pour le Ah, on pourrait. Mais on pourrait, et alors on met des négatives alors. Oui, mais de toute façon, comme on va faire le calcul à au champ à l'infini, ça ne change rien du tout. Il faut donc faire le truc le plus simple possible. En commençant par un bout ou l'autre, au moins on n'a pas de moins. Voilà, je pourrais commencer. On n'a pas de moins. Si je prends ici un point, ce point-ci, je devrais calculer toutes les distances. C'est pour ça que j'ai les boyaux de la tête. Là. Vous vous rendez compte du travail que ça va faire. Tandis que si je prends ici, ben, c'est quand même ça. C'est quand même très très simple. J'ai l'impression que si tu pars d'une extrémité plutôt que de partir du centre, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais je pense que quand tu vas faire ton diagramme de rayonnement, ton antenne sur le graphique va toujours va te donner l'impression qu'elle est décalée. Elle est à l'infini. Hein. Le far field plot, je le calcule à l'infini, donc l'infini par rapport à ce point-là ou à ce point-là. Sur Mana, il y a une fonction qui te permet de dessiner l'antenne de façon, je vais dire, plus naturelle. Tu as une petite gomme, un petit crayon, tu sais dessiner en gros ton antenne comme on le ferait sur un bout de papier quasi, enfin pas tout à fait. Hein. Il y a une fonction qui est très intéressante pour ça. Celui-là, je ne sais pas. Et puis alors, tu as toutes les données mathématiques alors qui se mettent en coordonnées X, Y, Z. Ah, donc le 0 de Y, c'est parce que c'est le point de départ. Voilà. Oui. Je pense qu'il y a moyen aussi de tracer des éléments à main levée dans le repère. C'est fort possible. À main levée. Sur Mana, il y a un système qui le fait. Oui. En tous les cas, voilà, moi je vous explique que SNEC. Alors, non, là c'est dans l'autre sens que je dois aller. Donc, voilà notre truc, voilà notre... Et voilà à quoi ça ressemble.
Donc on retrouve notre source ici, on retrouve nos 4 éléments. En réalité, c'est ça. Alors, en réalité, c'est ça. Alors, une question ça. Modéliser l'AirPin. C'est ça? Une question. Le bêta match. Oui. Comment est-ce qu'on fait, Pierre, pour dessiner le bêta match? Quand tu le Attends, il y a une modélises... question de Hans. Attends, une chose à la fois. Quand tu le modélises, que tu mettes ici un balin, un truc, un machin, un bazar, à l'infini, il n'y a pas de différence. Ok. Tu mets ta source, il y a de toute façon du courant qui va passer dans ça et dans ça. C'est l'adaptation. Ok, juste. Donc tu mets Ça les va. pistons en tête. Et SNEC calcule le courant qu'il y a dans cet élément-là, dans chacun des segments, dans chacun des segments là-bas, par induction, par truc. Et donc, il va calculer tous ces courants-là, et il va les additionner à l'infini pour calculer le diagramme de rayonnement. Alors au final, quand tu vas faire ton résultat final, il va te dire, voilà, l'antenne est à la résonance sur telle fréquence, mais au point d'alimentation, il y a 300 ohms, au lieu d'en avoir 50. Et à toi de savoir que tu dois À toi de dire, débrouille-toi, fais pour que ça devienne 50 ohms. Parce que la question c'était ceci. Tu vas peut-être en parler, mais il y a une fonction SWR. Et donc à ce moment-là, si on dessine le bêta match qui se trouve là au milieu, en fonction des dimensions du bêta match, est-ce que en activant la fonction SWR, on va voir qu'en modifiant, on arrive tout doucement à rabaisser le SWR parce qu'on s'approche de 50 ohms. Le but, c'est plutôt de voir le diagramme de rayonnement. Ok. L'adaptation, on fait ça après. Ok. Quand on est sûr que son angle d'ouverture comme ça et comme ça, à ce moment-là, on s'occupe après de l'adaptation. Ok. C'est un problème, je ne vais pas dire secondaire, principal, mais Phase suivante. une autre phase. Une question, dans le tableau, tu présentes les 4 éléments avec un segment de 11. Chaque fois 11, ça a une importance capitale, ou bien on pourrait imaginer que par exemple pour l'émetteur, je vais mettre 23. Oui, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on peut aussi faire avec SNEC, c'est des calculs de convergence. Donc tu commences avec, par exemple, 7 segments, tu fais un premier modèle, puis tu changes, parce que c'est très facile à faire après changer le nombre de segments. Tu en mets 111, puis tu vois la différence. Et à un moment donné, tu vas te dire, pour ce genre d'antenne-là, 11 segments, une demi-onde, 11 segments, allez, c'est bon. Bon, j'en arrive à ce stade-là. Hein. Je vais modéliser un truc comme ceci. C'est un quart d'onde. Donc, si je mets 7 segments, 9 segments, c'est bon. Il faut savoir aussi que la version gratuite des SNEC, c'était je crois 15 segments, enfin c'était très Oui, très c'est réduit. pas illimité. Et donc il fallait payer 450 $ pour pouvoir avoir la version complète avec 10 000 segments. Et je ne comprends pas la valeur de 3 mètres 121. C'est l'écartement. Exactement, le premier. Je l'ai peut-être fait en pouces et puis je Le premier et le deuxième. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Ici il y a 3 mètres 12. D'ici à là, il y a 3 mètres 12. Ça c'est le point 0. 3 mètres 12, 5 mètres 38, 7 mètres 80. Oui, donc c'est pour ça qu'il a encore donné Y, parce que c'est dans l'autre axe, parce que c'est un écartement entre éléments et non pas des longueurs d'éléments. Mais oui, mais moi dans ce que j'ai appris, le Z là, c'est l'Y. Oui. Oui, bah oui, Oui, mais Européen. je peux appeler ça poisson, tortue et vache, hein, ça marche aussi. Hein. C'est 3 axes. Ouais, mais quand on a une gymnastique mentale avec X et Y, Je peux appeler. le Z étant. Oui. Il faut les inverser. Je peux appeler ça. Je peux appeler ça. Tout ça c'est une convention. Hein. C'est une convention. Alors nous avons eu cette convention là à l'Athénée et dans nos écoles, mais eux ils ont eu une autre truc de. En fait, on s'y fait très vite. On s'y fait très vite. Alors, 9 éléments croisés, c'est la même chose. On commence par dessiner, calculer les longueurs, on remplit le tableau.
Alors, il y a deux antennes ici. Hein. Il y a cette antenne-ci qui est une des deux antennes en verticale et l'autre qui est en horizontale. Hein. Et ici, vous voyez, j'ai pris 15 segments, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai mis partout 6 mm de diamètre, et voilà. Alors, là, voilà. Wow. C'est beau, hein? Wow. Et la voilà en réalité, avec la belle connexion avec des fastons. Alors, le problème pour les radioamateurs, c'est les trappes. En fait, une trappe, c'est un circuit RLC, et donc il y a moyen de modéliser aussi des antennes à trappe. C'est assez compliqué, c'est assez complexe, parce qu'il faut, si vous voulez, mettre dans le fil, il faut mettre un circuit LC. C'est aussi un circuit que l'on met sur un point, un petit peu comme le... donc c'est un petit peu, c'est pas vraiment la réalité, mais ça s'en approche. Et donc il y a deux types de conception de trappes. C'est la famille des Cushcraft, etc., où ils mettent une trappe pour 10 mètres et une trappe pour 15 mètres. Et il y a une autre conception, c'est le Fritzel, qui fait deux trappes et qui mettent le tout dans une trappe très longue. Tout ça est possible. Il est possible de modéliser ça. Maintenant, c'est vrai que l'erreur qu'on va faire par rapport à la réalité, il y a une certaine erreur. Ça, si en réalité, ici, on a presque 30 cm de tuyaux, c'est un petit peu... Mais ça donne quand même une idée, et pour l'IBPT, et pour le dossier de trucs, c'était bon. Tout est bon dans le cochon. Alors, voilà les trappes, j'en ai... Bon, voilà. Schéma équivalent, une de ces trappes-là, c'est une self et une kappa, et le schéma équivalent, c'est ça. Et en réalité, ce qui fait la kappa, c'est entre ça et le tube intérieur, et ce qui fait la self, eh bien, elle est entre deux morceaux d'isolant. Schéma équivalent, c'est ça. Et schéma suivant, donc la Fritzel, un seul élément en 3 bandes, je l'ai modélisé. Et là, j'ai mis des loads, j'ai mis des charges RLC. Donc j'ai calculé, je ne sais plus comment j'ai fait, j'ai calculé des micro-henries, des picofarads, et je les ai mises sur le fil numéro 1, 2, 3 et 4. Ça va? Pourquoi 0 en RX-Freak? Pardon? Pourquoi 0 sur RX-Freak? 0 mégas? Parce qu'il y a moyen de calculer, de donner la fréquence et de calculer alors la fréquence de résonance. Les sources, il n'y en a qu'une, et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est un seul élément sur lequel, au fait ici, j'ai mis 5 morceaux de conducteurs, j'ai mis le 1, le 2, le 3, pourquoi est-ce que j'ai mis 3 morceaux? Ah non, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc j'ai chaque fois mis les éléments à cet endroit-là. Ok. Ça va? Alors un petit peu plus compliqué. J'ai utilisé pour les contests un ancien pylône TV 3 x 6 mètres suivi d'une flèche de 2,50 m pour faire rayonner ça sur 3,5 et 40. 3,5 et 7 mégas, pardon. Alors comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, pour modéliser ça, c'est pour vous montrer la complexité et la puissance du programme, hein, parce que jusqu'à présent nous étions dans des modèles relativement classiques. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris une feuille Excel et j'ai modélisé. Donc, j'ai développé d'abord le pylône, je l'ai déplié. Et puis, j'ai calculé, donc, ici, les différentes valeurs en utilisant les formules, etc. Ça prend du temps, évidemment. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend un certain temps, comme le fil du canon. Alors voilà ce que ça donne en réalité. Voilà ce que ça donne en réalité. Ça c'est donc 3 x 6 mètres et une flèche de 2,50 m pour les bandes basses. Et voilà quand c'est modélisé.
Ah ouais. Alors vous remarquez ici, Il y a un segment spécial. il y a deux segments spéciaux. Oui. D'abord, je mets un petit machin comme ça vers le milieu. Et puis, je mets un petit morceau de 5 cm. Et je mets mon cadre d'alimentation, ma source, elle est dans ce petit morceau de 5 cm ou 3 cm, ça n'a pas d'importance. Ça. Je mets ma source entre les deux. Entre les radiales et le pylône. Non, ça c'est le pylône. Oui. J'ai rajouté quelque chose qui n'existe pas, j'ai rajouté ce petit bout là. Oui. Et puis j'ai rajouté ce petit bout là vers le sol. Qui va vers les radiales. Oui, c'est ça, entre les radiales et le pylône. Oui, ok. Et je mets ma source dans l'élément 416 là. Oui, c'est ça. Dans le petit bout vertical, oui. Dans le petit bout vertical. Ok. Et idem, si je vais... comment est-ce que je dois faire? Dans le Z ici, si je monte... Attends, non, ça c'est un petit peu trop loin. Si je continue à monter... Il y a déjà pas mal de segments. Hein. Oui, t'es à la moitié là, dans les deux sons. Je vais avoir le vertige. Je vais avoir le vertige. Allez. Voilà. La même chose là-bas en haut. C'est-à-dire que j'ai un petit bout ici. Et puis je raccorde mon tube vertical. Ok. Et à la limite, on aurait même pu faire 4 segments pour que chaque coin du carré ramène au centre aussi. Test de convergence, tu ne vas pas voir la différence. Exact. Ok, ça va. Merci Pierre. Keep it simple and stupid. Oui, t'as raison. Et donc ça, Si ça marche C'est avec- un bon enseignement. Si ça marche un avec- pylône carré, ça. Ça c'est un pylône carré. Les anciens petits pylônes TV que tout le monde connaît, avec télescopique, clac, 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 clac. Évidemment, je n'ai pas modélisé jusqu'à faire des sections différentes. Hein. Ça n'a pas de sens. Donc tu fais 10 cm de côté et ben, basta. C'est un peu comme le pylône que tu as, Didier. Oui, j'ai eu ça. Alors, Et on alors- fera un plot, hein. Euh, Oui. ça prend quand même un petit bout de temps. Ah, ouais, excellent. Et Je suis en 2D en même temps pour avoir l'élévation et l'azimut, oui, magnifique. Magnifique. ce qu'on vous a appris à l'école ou au cours, Ah oui. c'est... Les longueurs, les lobes. Quoi ? La longueur des lobes. La longueur des lobes. C'est sur le diagramme de rayonnement. C'est sur le diagramme pas de une longueur, rayonnement. C'est en dB. C'est en dB par rapport au cercle extérieur. L'azimut élévation, attends, en 2D. Sur 2D. Attends, je vais... Mais show 2D, Oui, voilà, pour le rapport avec la fenêtre au-dessus. C'est marrant. 22 degrés. Donc, Combien de degrés là? Alors, euh, agrandir la petite fenêtre peut-être? ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un toggle entre l'élévation et l'azimut. et donc ici, on a... où est-ce qu'il est le beam white? Le beam white, ici, oui. 43 degrés. Et le... Comment vais-je dire? L'angle d'attaque. L'angle d'attaque, où est-ce qu'il est? C'est pas le point vert? Ici, à droite. Si, normalement. Cursor elevation, ça. Cursor elevation 25 degrés. Combien 25 degrés Oui, c'est à 25 degrés là-bas. Mais il faut expliquer peut-être comment on sait quelle est la valeur quelle est l'élévation, comment la voit-on sur ce diagramme-là? En pratique, c'est le point qui touche l'arc de cercle de 180 degrés. Oui. Oui, mais si on ne le sait pas, c'est le point vert Oui. qui est l'intersection entre Voilà. le lobe et la courbe de 180 degrés. C'est là qu'on détermine l'angle d'élévation, sachant que la verticale où il est mis 0 dB qui descend et celle à droite qui est horizontale,
représente 90 degrés. Donc le demi-cercle représente 180 degrés. Et donc le point à droite est situé. Le point vert indique l'angle, le lobe dans lequel elle a le maximum de gain. Voilà, à 22 degrés d'élévation. Voilà, c'est là qu'elle donne tout son gain, à 25 degrés. Voilà. Et alors, plus l'angle est haut vers les 90 degrés, Plus tu perds. plus, voilà. Plus tu perds dans l'espace. Plus elle est basse, plus l'angle est bas, mieux c'est pour le Et c'est DX. l'intérêt de ce genre de programme, parce que moi j'insiste souvent là-dessus, l'intérêt de ce genre de programme, c'est justement de calculer ton antenne, que ce soit une Yagi, qui sera elle influencée très fort par la hauteur par rapport au sol, que ce soit une verticale où là c'est quand même plus difficile de jouer sur les paramètres pour qu'elle abaisse au diagramme de rayonnement, sauf peut-être en rajoutant des plans de sol. Mais l'intérêt de ce programme-là, c'est justement de calculer ton antenne pour qu'elle génère un angle le plus bas possible sur l'horizon. Sur la bande des 10 mètres, par exemple, le maximum, la majorité des grands DX intercontinentaux arrivent avec un angle de 10 degrés. Donc si tu as une antenne avec un angle de 30 degrés, bien sûr que tu l'entendras, mais tu vas peut-être perdre 10 dB. 10 degrés, si c'est tu arrives là. à avoir une antenne, si tu arrives à avoir une antenne qui a un lobe très rasant, ben, tu vas recevoir tu vas entendre des trucs que tu n'entendrais peut-être pas ou presque pas avec une antenne qui envoie une patate vers le haut. En contrario, si tu veux, par exemple pour un fil D, ça sert à rien de faire du DX. Ça sert. Oui, Ça ça dépend de la destination que tu veux avoir avec d'autres. Si Ce tu genre fais- d'antenne-là, pour le fil D, c'est... Ouais. Tu peux aussi, à contrario, justement, calculer une antenne pour faire du NVIS. Ouais. Voilà. Tu dois faire l'Europe, tu as intérêt alors à ce moment, Ouais, sur 40 mètres, ou beaucoup plus élevé. Avoir un lobe comme Ouais. ça. Voilà. Oui, ça. Oui, hein. Voilà, c'est beaucoup là, non? Mais non, Ce que tu vas monter, vous pouvez... ça c'est des lobes que tu obtiens avec des 0,1 lambda de hauteur. Ouais. C'est des lobes que tu obtiens avec 0,1 lambda. Mais 10 degrés, c'est déjà... Mais 10 degrés, c'est là. Hein. C'est pour ça qu'il faut déstacker. Il faut rabaisser. Quand tu stacks les antennes, stackes, tu abaisses le diagramme. C'est la seule solution. Mais toutes ces choses-là, on peut les modéliser avec ESNEC, voir l'influence, etc. Et avant d'en acheter ou d'en faire, ben on voit On déjà voit ici déjà à quoi ça va ressembler. si ça peut aller ou si ça sert à rien de faire des faits. Alors, vous voyez aussi ici que c'est un petit peu, je vais dire que c'est un petit peu découpé à la hache, parce que ici on a fait toutes les 5 degrés. Et si on veut prendre, si on veut avoir une précision dans une partie, on peut prendre tous les 2 degrés. Mais je vais dire que ça c'est l'avantage de ce programme-là, c'est qu'on peut voir comment ça évolue, garder des dessins avec différents paramètres, et après étudier et en conclure quelque chose. On peut faire la même chose maintenant. Cette antenne-là, on va peut-être faire d'abord l'impédance. Ah oui. Ben, Donc, SWR. devrait faire 37. Alors, je fais de 3,3 à 3,8 par pas de 0,1. On va d'abord voir ça. Il y a beaucoup d'éléments, hein, donc ça prend du temps de calculer le champ là-bas à l'infini, quoi. Voilà. Ça, c'est les ROS, quoi. Ça, c'est le SWR. Et alors, on peut mettre sur le curseur ici. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, non. Je reviens en arrière. Je vais recalculer le SWR. 2,35. Do you want... Would you like to view later? No. Je vais faire ici à 0,05. Oui, donc plus de segments. Je veux 3,5 aussi. Tu veux 3,5? Oui, parce que j'ai le même truc. 3,5 à 3,8. On va faire par pas de 50 kHz. Ça va prendre un petit peu plus de temps parce que bon, il y a... En fait, ils allaient d'un bout à l'autre sans coupleur.
C'est rien de boire une tasse de café pendant ça. Ah oui. Voilà. Oui. Ah ouais. Et donc, voilà. J'aurais déjà vu tout à l'heure. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est ici l'impédance. On peut regarder la valeur résistive et la valeur réactive. Et donc, à un moment donné, À la résonance, t'as combien? Oui. alors, on est ici à moins 14, moins 2, plus 0,8. Donc, la résonance se trouve quelque part entre les deux. On peut évidemment encore aller plus fin, etc., mais on voit bien que, voilà, ça c'est pas le point le plus bas, c'est parfois un petit peu plus haut que ça. Oui, c'est exact. Donc c'est... Et on voit qu'on a 34 ohms qui est proche de l'impédance théorique d'une grande plaine de 36 ohms. C'est juste. Donc ce qu'on avait dit au cours, c'est juste. Magnifique! Yes, Pierre! Excellent professeur! Alors on peut faire la même chose, on peut dire voilà, mais maintenant que j'ai fait ça, je peux peut-être changer de fréquence. Et j'ai envie de voir ce qui se passe à 7 mégas. 7.1. Ah oui, donc elle va fonctionner en demi-onde. Donc elle va fonctionner en demi-onde. Ok. Donc elle va avoir une impédance très très haute. Ah oui, d'habitude. C'est virgule le point pour les... Mais c'est fabuleux comme truc. D'un bout à l'autre. Oui, mais c'est-à-dire que dans le cadre de l'exemple qu'il a donné là avec son pylône, il peut rajouter des radiales et voir l'effet que ça va. Tu rajoutes des radiales, tu en enlèves et tu vois l'effet que ça donne. Tant sur l'impédance que sur le rendement de l'antenne. Tout à fait. Ah, oula! Ça, c'est le chapeau de ma grand-mère. Un peu plus compliqué. Attends, je vais prendre uniquement un des trucs à partir. Attends. Plotter, pas le 3D, on va faire l'élévation. Elle était à la base taillée sur combien cette antenne de pylône? 80. Et là tu passes à 7 mégas. Et là je oui, passe. Donc, du coup ça devient Une. je ne sais pas quoi. Elle était quoi, en quart d'onde ou en demi-onde? Parce que j'ai pas vu moi sur le. Elle était en quart d'onde. En quart d'onde sur 80 mètres. Et là elle deviendrait une demi-onde, mais une demi-onde mal adaptée. Ah ben donc il y a moyen de ça. Voilà. Oui, parce que du coup il y a ma match et tout ça. Mais au pied, au fait, ce que j'avais au pied, j'avais une grande boîte de couplage avec des relais. Hein. Et donc j'avais 3 coupleurs, enfin non, en 80 mètres elle était en direct, et sur 40 et 160, il y avait les selfs et les capacités de... Ok. Mais ça aussi c'est intéressant à expliquer parce que bien souvent il y a des gens qui croient que plus leur antenne va être longue, ah c'est mieux, moi j'ai un fil qui fait 80 mètres. Mais ça dépend, si tu l'utilises sur 160 mètres, oui, ça va être bon parce qu'elle est en demi-onde. Il faut savoir qu'une antenne au-dessus de 5/8 d'onde, elle commence à avoir des lobes de diagrammes qui sont totalement imprévisibles. Exact. Et qui vont être parfois totalement biscornus. Ça sert à rien d'avoir une antenne qui va avoir des lobes vers le haut, vers le bas. Et bien souvent, un long fil, quand on l'utilise sur plusieurs bandes, ben oui, sur 80 mètres, il va aller ou sur 160 mètres parce qu'il est pile à la bonne longueur. Alors, tu vas descendre, par exemple, tu vas l'utiliser sur 10 mètres, oui, tu vas réussir à l'accorder, soit avec un tuner, soit avec un système d'accord. Mais le problème, elle va développer 10 longueurs d'onde peut-être. Et là, à 10 longueurs d'onde, tu as tous des petits lobes qui sont en mauvais ciel et qui sont totalement inefficaces. Quoi. Oui, exact. C'est l'énergie complète. Impédance 526 ohms. Hein. Ah mais oui. Oui, Ah oui, du coup, bah oui, la pédance, il n'y a plus rien qui est... Donc il faut un petit coupleur. Mais tu vas coupler, donc ça veut dire que tu vas trahir ton émetteur parce que tu vas lui dire regarde ta bonne impédance, mais seulement le système va mal fonctionner avec un très mauvais rendement. Et c'est ça qu'il faut expliquer aussi au nouveau. Les coupleurs d'antenne, c'est une emplate sous une jambe de bois. Hein, ça fait croire à ton émetteur que ok, il peut cracher sa puissance, mais il n'y a rien qui va. Et pire que ça, si tu couples avec un coax derrière entre ton installation et l'antenne, tu coupes le coax et le coax commence à rayonner. La masse du coax rayonne et tu perds une grosse majorité de la puissance dans la terre, dans les murs et compagnie. Donc les coupleurs, c'est une emplate sur une jambe de bois. Ou alors ici, ce qu'on peut faire, c'est un un. C'est un genre d'autotransfo, donc c'est un qui est comme un autotransformateur
où on attaque quelques spires en 50 ohms et le restant des spires va amener l'impédance à 500. Ici on avait 526 ohms et donc avec un rapport de 10 sur 1 ou de 9 sur 1, on peut avoir les 500 ohms à partir de 50 ohms. Donc comme un autotransfo. Juste, Pierre. Oui, oui, oui. Mais donc je reprends le diagramme de rayonnement. mon chapeau là-bas et on peut voir un chapeau de curé. Ah, c'est un des desserts que je préfère, moi. Donc voilà, ici on peut voir comment ça se passe. Oui, oui. Donc ce programme-là est, à mon avis, fabuleux, c'est intéressant. Tout ça, il est gratuit. Et donc, le seul problème, c'est qu'il faut se taper tous les fils avec toutes les coordonnées. Mais vous aurez sur le site, j'espère que c'est possible, un programme avec des centaines. Ne me demandez pas ce numéro-là, c'était quoi, parce qu'il y a plus de 20 ans, donc vous ne savez plus ce que vous avez fait il y a 20 ans. Les anciens fichiers sont compatibles avec... Oui, oui, oui. Et ce sont des fichiers EcoZulu avec l'extension EZ, mais les fichiers NEC fonctionnent aussi. Oui. Il y a juste 2-3 trucs qui ne prend pas, mais enfin on peut les récupérer en... Et là c'est intéressant, l'angle de départ est quand même beaucoup plus moins. Il est très bas, hein. C'est bon. C'est-à-dire que le lobe, là, c'est divisé en deux. Ah oui, mais tu as deux lobes. Et tu perds évidemment tout ce qui part vers le haut. Exactement. Et si notre ami Pierre voulait mettre 14 mégas par exemple, rien que pour rigoler, tu vas voir que tu vas attraper plus. Je parie, je mets ma main à couper. Tu vas avoir un hérisson. Bah, tu vas avoir 3-4 lobes. Oui, oui, ça avec voudrait... chaque fois la chef qui se partage dans tous ces lobes-là. Oui, ça vaudrait la peine. Et tu vas avoir 3-4 lobes qui sont totalement... Alors, pendant qu'on est ici, il y a une fonction rescale, redimensionnée. Au fait, si votre antenne fonctionne convenablement sur 5,2 mégas et que vous voulez l'avoir sur 7 mégas, vous faites un rescale et vous avez toutes les dimensions idéal. en un clin d'œil. Et il calcule la longueur des éléments. Quoi? Il calcule la longueur des Et il calcule les éléments en un clin d'œil. Rescale. Vraiment bien fait. Alors, les workarounds, c'est travailler autour. Donc, à certains moments donnés, vous n'allez pas savoir comment modéliser le truc. Par exemple, SNEC ne fait pas les conducteurs qui sont ronds. Donc, si vous avez un dipôle comme ça, eh bien, soit vous faites une connexion comme ça, soit vous faites une connexion comme ça, soit vous faites une connexion comme ça, vous faites modéliser 3 fois, et vous allez voir que ça, c'est amplement suffisant. Mais donc voilà, les workarounds pour faire ça, ça doit être un dipôle de mètre à mon avis. C'est un dipôle de mètre. Vous voyez, vous avez ici, il est là. Alors, c'est relativement simple. Vous avez ici 460 mm. Donc vous avez un dipôle qui fait presque 1 mètre. Et donc les deux petits bouts vont l'allonger et vont vous faire... Ça c'est le dipôle Flexayagi. Donc j'ai ici ma source. Et j'ai mon arrondi ici qui est un petit peu droit. Tu peux aller plus loin, mais tu verras que ça ne sert à rien. On ne gagnera rien en plus. Il n'y aura pas beaucoup de différence, c'est l'épaisseur du trait du dessin parfois. À ce moment-là, tu dis stop, j'ai modélisé, ça va donner ça, je le fais en réalité, je le mesure, je le teste. Si tu as une chambre anéchoïque, tu vas dans la chambre anéchoïque, le tester. Mais en général, c'est... donc il y a un des workarounds aussi, ça a été mon pylône, quand j'ai fait le petit bout de trait en dessous et le petit bout de trait vertical. Ça n'existe pas en réalité, donc je tourne autour du pot et je fais quand même ce que j'ai envie de faire. D'accord. Alors, en résumé, donc on va chercher les dimensions physiques pour compléter le tableau des wires. On cherche un axe de symétrie des dessins des tableaux des XLS. On essaie de se rendre la vie la plus simple possible. Et on utilise des workarounds pour contourner les problèmes. Dans le tableau des wires, il y a aussi les create, les edit, les authors.
il y a moyen de... On peut supprimer des trucs, on peut créer des hélices, des radiales et des plans de masse. Et commencer d'abord à modéliser un doublet, un dipôle, simple, puis etc. un simple fil, une petite beam décamétrique, et puis vous y allez au fur et à mesure. Dans les hauteurs, on peut aussi importer des fichiers texte avec des espaces. On peut changer toute la hauteur d'un seul coup en change 8 by autant de mètres. On peut changer les unités. Ça, c'est très intéressant parce que parfois, on trouve un machin américain et puis bon, on a envie de changer d'unité. On peut changer les unités en gardant le bouton, en gardant le nombre. Ça, c'est le bouton que j'appelle ZUT. C'est trompé. C'est trompé. Au lieu de tout faire, on fait Change Unit 20. Alors, on retourne à la vitesse, à la fenêtre principale. La fréquence, on a vu. On peut aussi avoir des types de... Voilà, ça on a vu, hein. La fréquence, le rescale. On peut aussi ajouter un sol. Donc, on peut faire soit en espace libre, avec un sol parfait, avec un sol réel de ce type-là et de ce type-là. Bon, ça c'est la HB9, la HC204BA qu'on a vu là tout à l'heure. En espace libre, c'est ça, à 12 mètres du sol, c'est ça. Ce que je disais tantôt. Ben oui. 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 Voilà. Mais c'était fait avant. Je ne l'ai pas fait entre-temps. Hein. Voilà, diagramme de rayonnement dans l'autre sens, à 12 mètres du sol, voilà. On peut... Il n'est pas nécessaire non plus de prendre exactement l'antenne que l'on va acheter. Hein. Oui. On peut aussi en premier lieu prendre une 4 éléments, 20 mètres et débuter à partir de ça, ou 3 éléments ou 6 éléments. On peut prendre un modèle existant, voir un petit peu ce que ça donne et puis aller de plus en plus finement dans l'analyse. SWR, on en a parlé, je pense. Oui. Il y avait encore quelque chose d'autre à dire, non? Je pense pas. Ah oui, on peut faire deux impédances. On peut faire une impédance alternative. Je n'ai pas souvent utilisé ça. On peut faire 75 ohms ou 200 ohms. Alors, très important, le plan E et le plan H. Le plan E, c'est celui qui contient le champ électrique. Bien retenir ça, E électrique. Et le plan H, c'est forcément celui qui contient le champ magnétique. Alors, quand la beam est comme ça, horizontale, eh bien le plan E, il est dans ce sens-là, le plan H, il est dans ce sens-là. Par contre, si vous mettez la beam, vous tournez l'antenne comme ça, vous avez le plan E comme ça et le plan H dans l'autre sens. Alors, on va tout doucement arriver à la fin du truc, du diapo. Quelques modélisations, je vous ai les montrées. Et avant de vous inviter à modéliser vous-même. Donc le projet, c'est de fabriquer ça. C'est d'utiliser une grille à la place de simplement un réflecteur fait en 3 barreaux, donc pour avoir vraiment un réflecteur plus efficace. Alors comment est-ce que j'ai encodé ça sur SNEC? Ben, j'ai fait un wire. Comme ce sont des mailles, des petites mailles, je ne vais pas m'amuser à mettre plein de segments par maille. Donc j'ai mis un segment par maille. Donc ça c'est le premier wire, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, etc. Et puis moi j'avais 57 trous, donc j'en ai mis 57. Et puis qu'est-ce que j'ai fait dans SNEC? Eh bien j'ai recopié tout ceci. Oui, donc ça j'ai encodé dans un tableau Excel. Pour importer un tableau Excel dans SNEC, il faut convertir le fichier XLS en fichier texte. Parce que SNEC n'importe que des codes ASCII. Donc, faites Save As, enregistrez sous, fichier texte avec tabulation. Entre chaque cellule, vous avez une tabulation et il vous donne les colonnes en fichier texte. À ce moment-là, on peut l'importer dans SNEC. Et alors dans SNEC, dans Wires, il y a une option Create. Et dans Create, vous avez Copy. Donc moi, j'ai copié ceci
avec un décalage selon l'axe qu'il fallait pour faire une deuxième colonne de mailles qui se sont automatiquement connectés. ESNEC travaille pour vous, ça c'est fantastique. Ensuite, de 2, j'ai fait 4 mailles, et puis j'ai fait 8 mailles, et puis j'ai fait 16 mailles, et je suis arrivé à mes 57 mailles. Table de rayonnement Beaucoup plus creusé. qui est beaucoup plus creusé. Et ça, vraiment, ESNEC m'a permis de visualiser ce que ça allait donner. Voilà. On y est. Merci ESNEC, merci Pierre. On pourrait peut-être applaudir. Bravo.